Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Ce soir, on a un invité. Nous sommes ravis de l'accueillir avec le groupe. Hein? Et c'est Éric Martin. Éric qui est prof de philo au Cégep Saint-Jean, qui a participé à plusieurs ouvrages. Université Inc. avec Maxime Ouellette paru chez Lux. La tyrannie de la valeur sur Karl Marx, ça tombe bien. Publié chez Éco-Société, toujours avec Maxime Ouellette. Les racines de la liberté avec Gilles Labelle, Stéphane Vibert, publié aux éditions Libère. Et Un pays en commun chez Éco-Société, que je montre à l'écran. Et ce soir, Éric va nous parler du manuscrit de 1844 de Marx qui concerne le concept d'aliénation. Merci. Merci Bruno, puis merci à l'organisation de cet événement, donc les personnes qui ont organisé ça. Je suis content de pouvoir vous parler de Marx, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai fait une partie de ma thèse de doctorat, puis je pense qu'il est très important encore aujourd'hui, Marx, et spécialement du texte de 1844, qui est un de mes textes préférés. Un texte qui a été perdu pendant longtemps. Hein. C'est un texte qui a été perdu jusqu'à peu près en 1926-1927. Ça veut dire que beaucoup de marxistes du début du 20e ne l'avaient pas lu. Les marxistes soviétiques, par exemple, n'avaient pas lu les manuscrits de 44. Ça va être surtout redécouvert. Bon, l'Institut Marx-Engels va les faire apparaître en 1926-1927, mais au fond, c'est avant les années 60-70, on ne verra pas de discussion sérieuse des manuscrits de 44. Donc, c'est des redécouvertes sur le tard. Hein. C'est des textes de jeunesse, des textes philosophiques, qui ont souvent donc été perdus ou méconnus. À mon avis, ils sont très importants pour bien comprendre non seulement la genèse de la pensée de Marx, mais aussi le soubassement philosophique qu'il y a derrière la critique qu'il va faire du capitalisme. Parce qu'après, la pensée de Marx va se déporter sur un terrain peut-être plus économique, hein, si on pense à des textes comme Le Capital, où là, on est plus dans, je dirais, une physiologie ou une analyse de comment fonctionne le capital, avec des discussions très économiques, alors qu'ici, on est plutôt dans quelque chose de philosophique, qui nous rappelle que Marx est d'abord apparu en tant que philosophe. Et ça, c'est très important. Marx, c'est quelqu'un qui a fait des études de droit, comme son père, qui était avocat, et éventuellement, il a bifurqué vers la philosophie. Il a fait un doctorat en philosophie, spécialisé en philosophie grecque, d'ailleurs. Il a étudié des penseurs grecs comme Démocrite et Épicure. Et par la suite, donc, avec tout ce bagage qu'il a acquis dans l'université allemande, donc Marx est un produit de ce qu'on peut appeler l'idéalisme allemand, très influencé par Hegel. Au moment où il était étudiant, il se tenait avec une gang de jeunes qui s'appelait les jeunes hegéliens, par exemple les frères Bauer, donc Bruno Edgar Bauer. Donc, il va être, je dirais, imprégné de pensée hegélienne, puis en même temps, c'est quelqu'un qui va se révolter aussi contre Hegel. Marx fait ça avec tout le monde. Marx prend ce qu'il aime chez certains penseurs, puis en même temps, il y a une relation amour-haine avec eux. C'est la même chose avec Feuerbach. Il va avoir une grosse influence de Feuerbach sur Marx, et par la suite, il va le rejeter. Mais en même temps, il digère les penseurs. Hein. Il les digère, et ça veut dire qu'il les dépasse en les conservant. Et donc, il reste toujours quelque chose chez lui de Hegel et de Feuerbach, même si Marx ne le reconnaît pas toujours. Donc, ce texte-là est particulièrement représentatif de ce que j'essaie de dire ici, parce que c'est un texte où Marx garde beaucoup de choses de Hegel et de Feuerbach, tout en mettant ça, je dirais, à sa main. Donc, en développant sa propre approche des questions reliées à l'aliénation. Parce que c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, c'est le concept d'aliénation. Alors, les manuscrits 44, c'est un texte riche, il y a 3 manuscrits. Il y en a un qui porte surtout sur la propriété foncière, c'est le 2e manuscrit. Le 3e porte plutôt sur la critique de Hegel. Je ne vais pas discuter de ça aujourd'hui. Je vais m'attarder à une seule question. Donc, déjà, ça circonscrit la chose. On ne peut pas parler de tout ce qu'il y a là-dedans, c'est beaucoup trop vaste. Donc, on va s'attarder à un concept, à une idée aujourd'hui pour comprendre ce qu'il y a d'important. À mon avis, c'est ça qui est important dans ce texte-là. C'est le concept d'aliénation. Concept d'ailleurs qui souvent est évacué dans les approches trop économiques, alors que c'est un concept crucial chez Marx que celui d'aliénation. Alors qu'est-ce que c'est l'aliénation? Ça vient du latin alienatio, alienus. Ça veut dire céder, vendre quelque chose à quelqu'un. Quand on peut aliéner une propriété, par exemple. Si je vous vends ma propriété, je vous ai aliéné ma propriété. Ça a un sens juridique. On peut aussi aliéner des droits. Hein. Chez Rousseau, par exemple, on peut aliéner des droits. Ça a aussi un sens psychologique, hein, celui qui perd son esprit, qui se prend pour un autre, on va dire un asile d'aliéné, un fou. Donc, l'aliénation a toujours une dimension de dépossession. Hein, on a perdu quelque chose. Soit perdu un objet qu'on a aliéné à autrui, soit perdu la tête. Mais donc, il y a une dimension de perte dans l'aliénation. Marx va reprendre ce concept-là qui existait déjà chez Hegel. Alors, chez Hegel, c'est surtout au sens, justement, de l'aliénation d'une propriété, de céder une propriété à quelqu'un d'autre.
Il existe déjà chez Feuerbach aussi, au sens de l'aliénation religieuse. Chez Feuerbach, l'humain s'est aliéné en Dieu parce qu'il a prêté à Dieu des qualités qui lui appartiennent. Dieu est doté de la liberté, de la créativité, de plein de qualités qui sont au fond des qualités humaines. Donc Feuerbach va dire, il faut que l'être humain arrête de se projeter en Dieu, qui est une aliénation religieuse. Il faut revenir sur Terre à l'individu réel, en chair et en os, à l'homme réel. Donc Marx a lu tout ça. Il est au courant que Hegel a une théorie de l'aliénation. Il est au courant que Feuerbach aussi a une théorie de l'aliénation. Alors Marx va, je dirais, prendre ces concepts-là et va les tordre dans une autre direction. Il va développer sa propre conception de l'aliénation en prenant plutôt une autre définition du terme qui est moins la définition juridique ou économique, ni religieuse. Quoique Marx, il y a une critique de l'aliénation religieuse chez lui, c'est certain. Mais lui, il va plutôt avoir une conception de l'aliénation comme devenir étranger à soi. Vraiment au sens de aliénus, devenir étranger à soi. Donc, si on part maintenant de ce point de vue-là, en n'insistant pas trop sur le background Hegel-Feuerbach, on pourra peut-être y revenir un peu dans les questions ou les rapports aux jeunes hegéliens, mais ce qui est important, c'est que Marx va utiliser le concept d'aliénation de ses prédécesseurs et en même temps, il va en faire quelque chose d'original. Alors, partons de ça. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'aliénation, c'est important dans la société capitaliste? Parce qu'à cette époque-là, Marx nous dit que l'être humain, il a une essence, donc il a une nature qui lui est propre. Il y a quelque chose qui fait que l'être humain, c'est un humain et pas autre chose. Sa nature qui lui appartient spécifiquement. Et qu'est-ce que c'est cette nature? C'est ce que Marx appelle l'être générique. Donc, l'être humain, il est censé être un être générique. On va expliquer ce que ça veut dire tantôt. Et actuellement, dans le capitalisme, il ne peut pas réaliser sa pleine nature. Donc, il y a quelque chose comme un blocage qui lui empêche d'exercer cette pleine nature. Ça veut dire qu'il est toujours réduit à être, on pourrait dire, moins que lui-même. Il y a quelque chose dans la société capitaliste qui rend inopérante ou impossible à réaliser ou à manifester ce que l'être humain est véritablement. Donc, ça veut dire que les êtres humains qu'on va croiser dans la société capitaliste, quand on les regarde, ils ont l'air normaux. Mais dans les faits, il y a quelque chose qui leur manque profondément. Il y a quelque chose en eux qui ne peut pas s'exprimer. Et ce n'est pas seulement quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de collectif. C'est-à-dire que non seulement l'individu est étranger à lui-même en tant qu'individu, mais c'est aussi quelque chose qui, dans le rapport social, est faussé. Donc, la vraie société, on ne la connaît pas. Ce qu'on a à la place, c'est une fausse société dominée par des mauvaises médiations sociales, donc par des formes sociales, des prismes, on pourrait dire, qui mettent en forme l'activité sociale. Par exemple, je ne sais pas, le prisme du capital, la médiation de la marchandise, la médiation du travail aliéné. Et ces médiations sociales-là font en sorte que toute l'activité de l'être humain va être mise en forme, organisée d'une certaine façon, où cette activité-là ne pourra jamais s'appartenir à elle-même. Et au fond, toute ma créativité, toute mon énergie vitale va être mise au service de quelque chose qui, au fond, me fait face de manière hostile, la société capitaliste. Et plus je travaille, plus, au fond, je me nuis à moi-même. Donc là, c'est pas juste que je ne peux pas manifester mon essence d'être générique, mais c'est qu'au fond, plus je travaille pour le capital, plus je réduis les possibilités de manifester cette essence. Donc, je travaille contre moi-même et ultimement, j'aggrave mon sort. Donc, ce n'est pas une situation statique, ce n'est pas juste qu'on est incapable de manifester qui on est individuellement et collectivement, c'est qu'au fond, plus on travaille pour le capital, plus il devient puissant, et plus le capital est puissant comme abstraction réelle, plus moi je suis vidé de ma substance vitale, et plus finalement je me perds là-dedans, à la limite jusqu'à la destruction totale, parce que c'est ça où ça vient au final, c'est la destruction de l'individu, de la société, de la nature. Comme disait Marx dans le chapitre sur le machinisme du capital, le capital se nourrit de deux sources de la valeur, la terre et le travailleur, il va détruire les deux. Donc potentiellement, pour nourrir le fétiche du capital ou l'abstraction du capital, on va être prêt à tout détruire ce qu'il y a dans le monde concret. Donc vous voyez que c'est pas juste un blocage dans la capacité de manifester ma nature profonde, c'est potentiellement la destruction de ce que je suis et de ce que la société est et de ce que la nature est. Donc, essayons de comprendre ce que ça veut dire. Feuerbach disait, bon, il faut partir de la religion puis revenir sur Terre à l'individu réel. Mais ça reste dans une approche un peu individualiste. Ici, vous voyez que cet homme réel, il apparaît un peu solitaire. Alors que chez Marx, l'être humain, c'est un être social. C'est un être dans la nature. Donc, il faut essayer de comprendre quelle est cette essence de l'être générique comme être social et être dans la nature. Dire au fond que c'est un être qui... Qu'est-ce que c'est l'être générique? C'est ça la question. C'est un être qui, au fond,
se reconnaît comme participant du genre humain. C'est ce que dit Marx à la page 100, si vous retournez dans votre texte. Là. Il se dépasse dans son individualité subjective pour se reconnaître comme un représentant du genre humain. Ça veut dire deux choses. C'est qu'au fond, il est d'abord quelqu'un qui produit sa propre vie. Hein. L'être humain, comme d'autres animaux aussi, doit produire sa vie par une activité de production. Ça, c'est évident qu'on doit produire des choses pour vivre. Sauf que l'être humain, il a quelque chose que les autres animaux n'ont pas. Eux, ils ne font qu'un avec leur acte de production. C'est-à-dire que les castors qui fabriquent un barrage n'écrivent pas des livres sur les barrages ou ne font pas de poésie sur les barrages. Mais l'être humain, lui, il est conscient. C'est-à-dire qu'il peut mettre à distance sa propre situation puis discuter au fond de ce qu'il fait. On va travailler ensemble, on va fabriquer ça, on va construire cette maison. Marx dit, contrairement à l'abeille qui construit une ruche, l'être humain, lui, il est capable, l'architecte, d'avoir l'idée de la maison avant même de la produire. Donc, il a un avantage de surplomb qui lui permet de prendre son propre genre pour son objet. C'est-à-dire qu'il peut objectiver son propre genre et il est capable de dire, bon, ben voici ce que nous sommes en tant que ce que nous sommes maintenant, mais nous pouvons dépasser la limite de ce que nous sommes. Et donc, il est capable de se produire, je dirais, même comme autre de lui-même, de se transformer lui-même. Alors, ça peut aller très loin. Et il est capable de faire ça non seulement avec son propre genre, mais avec tous les genres qui existent, avec les animaux, les choses. L'être humain peut tout transformer potentiellement. Alors, évidemment, ça peut être dangereux, on peut dire qu'il pourrait le transformer jusqu'à le détruire, mais Marx nous dit toujours qu'il va produire selon les lois de la beauté. Donc, il va produire dans une mesure esthétique où il va respecter l'ensemble des formes, c'est-à-dire qu'il peut prendre tout ce qui existe sur la Terre comme son objet, mais en le respectant selon les lois de la beauté dans une certaine mesure esthétique. Bon, donc, si on comprend cette idée de l'être humain comme être générique, c'est-à-dire qu'il est le représentant du genre humain ou de l'espèce humaine, en tant qu'il a la liberté et la conscience de prendre son propre genre pour son objet, ainsi que l'ensemble des autres genres, on comprend que l'être humain, il est, on pourrait dire, un être objectif qui devrait être capable, à partir de là, de ce qu'on appelle s'objectiver dans le monde. Quand on veut dire s'objectiver dans le monde, ça voudrait dire que à partir de cette liberté qu'il a de prendre les choses pour objet consciemment, il devrait pouvoir aménager un monde dans lequel il se reconnaît. Hein, produire des objets qui seraient comme pour lui des miroirs. Exemple, je fabrique une table, je reconnais que c'est la table que j'ai fabriquée, je me suis objectivé dans la table. Hein. Picasso qui fabrique une toile, bien, on reconnaît tout de suite que Picasso s'est objectivé dans cette toile puis que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il a mis sa personnalité dans cette toile et il la reconnaît comme son objet. Bon, on pourrait parler ici d'une sorte d'objectivation réussie, c'est-à-dire que l'être générique a réussi à s'objectiver lorsqu'il a créé un objet dans lequel il peut se reconnaître. Donc, en temps normal, ça n'a jamais existé, mais en temps normal, l'être humain devrait pouvoir manifester son essence d'être générique en accomplissant une objectivation réussie. Okay? Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se déroule de manière solitaire. Quelqu'un qui fait un acte d'objectivation. Un travailleur qui fabrique une table ne le fait pas en dehors de la société. Donc, c'est médiatisé par la société. Au fond, je produis des tables, vous produisez des souliers. Ça s'échange à travers la société et ça fait en sorte qu'on participe dans une relation sociale où je produis pour vos besoins, vous produisez pour les miens et on se confirme tous les deux notre statut d'être générique en produisant pour les besoins des autres. Donc là, ça nous donne une idée de ce serait quoi une société qui fonctionnerait. Ce serait une société où cette essence pourrait se manifester librement. Okay? Mais ce n'est pas ce qui se passe et c'est là qu'intervient le concept d'aliénation. Donc, on pourrait dire que finalement, l'aliénation, c'est ce qui arrive quand l'essence ne peut pas se manifester et que quelque chose va faire que l'acte d'objectivation va être contrecarré ou que l'acte d'objectivation va être détourné. Okay? Et donc, on pourrait parler d'une objectivation ratée. Et c'est là qu'intervient le concept d'aliénation. Donc, en allemand, le concept d'aliénation, il y a deux définitions classiques. La définition Entfremdung ou Entäußerung. Entfremdung, ça veut dire devenir étranger à soi-même. Entäußerung, ça veut dire perte de l'expression dans un objet extérieur. Bon, si on combine les deux, ça veut dire que en produisant un objet extérieur, je vais le produire d'une telle façon qu'au fond, plutôt que de me reconnaître dedans comme c'est ma création, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que quand je vais m'objectiver, au contraire, je vais être étranger à moi-même et je vais perdre ma capacité de m'exprimer. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que cet acte d'objectivation est raté? C'est l'aliénation. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce concept-là. Donc, quand on regarde le début des manuscrits de 44, Marx commence à nous expliquer ce qu'on pourrait appeler la souffrance des ouvriers. Il essaie de nous montrer qu'il y a quelque chose de pathologique dans la société capitaliste, c'est que l'ouvrier souffre. Bon, il souffre quand l'économie va mal, mais il souffre aussi quand l'économie va bien. Et c'est ça que Marx essaie d'expliquer, c'est que ça aille bien ou ça aille mal au plan économique, l'ouvrier, le travailleur, est toujours placé dans une situation où il n'a pas accès à la possibilité d'exercer sa créativité à travers l'objectivation, à travers l'acte de se produire dans un objet qui lui ressemble,
il n'est pas capable de faire cela, tout simplement parce que quelqu'un d'autre, le capitalisme, mais ultimement le capital lui-même en tant que structure de médiation sociale, hein, le capital comme médiation, c'est cette autre chose-là qui l'empêche d'avoir accès aux moyens de son objectivation. Autrement dit, les moyens qu'il aurait de s'objectiver, ça inclut autant les moyens biologiques, hein, les aliments dont il a besoin pour reproduire sa force de travail, pour manger, etc. Les moyens aussi, les moyens de production, hein, les outils, toutes les choses dont il a besoin, un lieu de travail, les moyens sociaux, les moyens culturels. En fait, potentiellement, tout ce qui existe dans la société dont il aurait besoin, il n'y a pas accès directement. Il y a accès seulement à travers la médiation du travail aliéné. Donc, le capitalisme est fondé sur une séparation fondamentale par laquelle, je dirais, deux choses apparaissent en même temps, le travail aliéné et la propriété privée. Donc, les problèmes commencent là. Donc, autrement dit, ce qui fait que la fameuse objectivation de l'essence humaine ne peut pas se réaliser, c'est qu'il y a une séparation fondatrice qui est créée, qui sépare le travail aliéné et la propriété privée, et l'un engendre l'autre. Okay? Bon, donc commençons par ça. Donc, cette affaire du travail aliéné, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'à partir du moment où je produis un acte de travail, je m'en vais travailler quelque part, je ne travaille pas pour moi-même, ni pour la collectivité, je travaille pour produire de la valeur abstraite au bénéfice du capitaliste. Okay? Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, parce que je produis, à partir du moment où existe un travail aliéné, ça fait une séparation parce que celui qui va produire, d'abord, ne se possède pas lui-même. C'est la première forme de l'aliénation. Je n'existe qu'en tant que travailleur et pas autre chose. Tout ce que je pourrais être comme être humain en général, j'en suis privé. Je suis réduit à quelque chose qui est un être humain, disons, un être humain atténué, un être humain appauvri, parce qu'au fond, je n'ai pas accès aux pleines potentialités de qui je suis, dans ma créativité, ma liberté, culturellement, intellectuellement. Hein, je suis réduit, pour ainsi dire, à une sorte d'animal. Hein, le capital, tout ce qu'il veut, c'est ma force de travail, that's it. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Donc, il va me réduire à une force de travail. Et donc, ma propre identité, c'est une identité sabotée, une identité à laquelle je n'ai pas accès. Okay? Donc, je n'ai pas accès à moi-même. Deuxième forme de l'aliénation, mon activité. Je ne peux pas contrôler ma propre activité. Donc déjà, il y a un sacré problème parce que qu'est-ce que je vais produire? Comment je vais le produire? Dans quelles conditions? À quelle heure? Avec qui? Avec quels matériaux? Je ne choisis rien de ça. Hein, au fond, ma propre activité, c'est assez fondamental si on y pense. Normalement, je devrais disposer de mon propre temps, hein, mais au fond, dès que je loue ma force de travail à un capitaliste, je me trouve dans une situation où j'ai en fait abandonné ma liberté. D'ailleurs, Marx va dire, dès que le travail n'est pas contraint, il est fui comme la peste. Hein. Donc, c'est un travail contraint, c'est un travail forcé. C'est pas un travail que je décide librement de faire. Et on le remarque facilement que si moi je décide chez moi de me gosser une cabane à moineaux, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, je peux passer des heures à le faire, je m'en rends même pas compte. Mais si je travaille chez Tim Hortons, je regarde l'horloge, puis j'ai juste hâte de m'en aller. Parce qu'au fond, c'est du travail forcé, c'est du travail contraint. Donc, ma propre activité ne m'appartient pas. Je ne m'appartiens pas, ma propre activité ne m'appartient pas. Lorsque je produis un objet, est-ce que cet objet m'appartient? Pas du tout. Troisième manifestation d'aliénation, c'est que l'objet, j'en suis dessaisi. On me vole mon objet. Hein, le capitaliste garde l'objet. Un exemple, ça pourrait être des ouvriers, des ouvrières textiles en Asie qui fabriquent des souliers Nike. Hein, mais jamais ces gens-là vont posséder une paire de souliers Nike, puisque simplement, ils n'auront jamais l'argent pour se les acheter, alors qu'ils en fabriquent à longueur de journée. Donc, toute la journée, ils fabriquent des objets, mais lorsqu'ils partent chez eux, ils ne ramènent pas ces objets à la maison. Ces objets-là sont volés par quelqu'un, par le capitaliste. Donc, sont saisis par le capitaliste. Donc là, on voit que l'acte d'objectivation est raté parce que l'objet, hein, il m'est arraché. Donc, je produis sans cesse, et cet objet qui m'est arraché sert à renforcer la puissance du capitaliste puis du capital comme forme de médiation sociale. Donc, plus je travaille, plus je renforce la puissance qui m'opprime. Donc, c'est là où on disait tantôt que le travail, en fait, c'est travailler contre soi-même. Parce qu'au fond, ça renforce l'emprise du fétichisme de la marchandise puis du capital sur moi n'est que renforcé par ça. Puis finalement, je veux dire, je me nuis à moi-même en travaillant. Bon, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ceci dit, bon, c'est pas la seule manifestation de l'aliénation parce que je ne contrôle pas qui je suis, donc moi-même, je ne contrôle pas l'activité, je ne contrôle pas mon objet, mais je suis aliéné aussi à l'égard des autres. Les autres personnes dans la société. Normalement, je suis censé, on disait tantôt, avoir une relation où moi, je produis quelque chose qui va être utile à la société, vous aussi, puis par l'acte de cette production collective, on se reconnaît les uns les autres comme des égaux.
C'est ce qui devrait arriver. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Moi, je suis aliéné, je travaille pour un capitaliste, je produis des objets qui sont dessaisis, j'ai à peine de quoi reproduire ma force de travail, un salaire le plus minimum possible, je retourne chez moi, je vous rencontre. Mais vous êtes dans la même situation, vous. Et probablement que vous êtes en concurrence avec moi pour me voler une job ou... bref, on n'a pas de relation sociale authentique. La relation sociale qu'on va avoir ensemble, ça va être une relation sociale qui va être parasitée par l'aliénation. Donc, l'aliénation ne concerne pas seulement ma relation à moi-même, elle concerne aussi ma relation à tous les autres. Et ultimement, à la société elle-même. C'est-à-dire que plutôt que de vivre le rapport social comme quelque chose qui est le prolongement de moi-même dans une forme d'interdépendance où la société c'est vu comme quelque chose de positif, la société, dans le capitalisme, nous dit Marx, c'est le monde à l'envers. La société n'est vue que comme un moyen d'enrichissement individuel par le capitaliste qui utilise toute la société pour son intérêt personnel, mais par l'ouvrier aussi, où la société, c'est quoi? C'est simplement le lieu où je vais travailler puis je reçois un salaire. C'est rien d'autre pour moi, la société. La société, on pourrait dire c'est une vision très appauvrie de ce que la société devrait être, parce que la société devient ultimement un moyen. En Marx va dire, la vie générique ne devient que le moyen d'enrichissement individuel. Donc, ça veut dire que dans le capitalisme, il n'y a pas de vraie société. Donc, la relation à autrui et au rapport social est aliénée. La relation à la nature aussi est aliénée. C'est-à-dire que normalement, on est censé être un être dans la nature, une partie biologique de nous. On est censé vivre dans un rapport sain avec la nature dans lequel on va s'épanouir. Or, ça, c'est pas possible dans le capitalisme. On est coupé de la nature, soit on n'y a pas accès, ou sinon, la nature, le seul contact que j'ai avec elle, c'est sous forme de ressources naturelles au travail. Si je coupe des arbres, j'ai un bûcheron par exemple, je coupe des arbres, ben, c'est ma relation à la nature, c'est une ressource. Mais j'ai jamais un rapport à la nature qui est épanouissant. On le voit aujourd'hui, il y a des médecins qui commencent à prescrire aux gens des balades en forêt parce qu'ils sont trop anxieux, parce qu'ils sont coupés de la nature trop longtemps. Donc, prescription du médecin, c'est aller voir des arbres. L'être humain il a besoin d'être en contact avec la nature. L'aliénation à l'égard de la nature, elle est profonde. Mais ultimement, je dirais que la vraie, en tout cas, celle qui résume tout ça, c'est l'aliénation de l'être générique. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas capable de manifester cette essence d'être générique par le fait qu'au fond, il n'est pas capable de se prendre comme représentant du genre humain puis d'objectiver son genre à travers un acte d'objectivation réussi. Comme ceci n'est pas possible, il ne peut pas manifester son essence. Donc, Marx va dire qu'il est aliéné à l'égard de son essence d'être générique. Donc, il ne peut pas exprimer son essence. Bon. Alors, si vous m'avez compris dans ça au suivi, bien, vous comprendrez que le communisme, ce n'est pas seulement, comme on l'a souvent présenté, l'abolition de la propriété privée ou l'abolition de la bourgeoisie. Bien sûr que c'est ça. Sauf que c'est plus profond que ça. C'est-à-dire, c'est l'abolition, notamment du travail aliéné, mais au fond, c'est l'abolition d'un ensemble de médiations sociales qui sont décrites dans les manuscrits 44, donc le travail aliéné, ce que Marx appelle l'argent, hein, ça revient souvent dans les manuscrits 44, l'argent n'a pas de maître, l'argent comme une puissance impersonnelle. Bon, l'ensemble de ces médiations qui maintiennent la situation de l'aliénation doivent être abolies. Donc, au premier chef, le travail aliéné. Et le communisme, Marx va dire, c'est l'acte de réappropriation de l'essence humaine par l'homme. Donc, c'est l'action par laquelle, surmontant l'aliénation, l'être humain va pouvoir enfin manifester son essence. Ça veut dire, je disais tantôt, que l'essence humaine, elle n'a jamais été quelque chose d'effectif. On ne peut pas trouver une société où l'essence humaine se serait déjà pleinement manifestée dans l'histoire, sauf peut-être à retourner à des communautés primitives, puis même là, ils avaient des formes d'archaïsme aussi. Mais Marx ne nous dit pas que l'essence humaine, disons, on l'avait, puis on l'a perdue. C'est pas tout à fait ça. C'est quelque chose qu'on a perdu sans jamais l'avoir, à mon sens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous apparaît d'abord sous une forme niée. C'est-à-dire, il y a une possibilité qui est là. Elle n'a jamais été exprimée parce qu'elle est recouverte par l'aliénation. Aliénation qui a pris toutes sortes de formes dans l'histoire. C'est l'aliénation au Moyen-Âge aussi, sous forme de rapports sociaux personnels directs. Alors, l'innovation dans le capitalisme, c'est que c'est une aliénation impersonnelle parce que qu'est-ce qui nous domine tous collectivement? C'est la marchandise, la valeur, le capital. C'est une domination impersonnelle. Bien sûr qu'il y a des capitalistes, mais les capitalistes sont les fonctionnaires du capital. Le capital, c'est une forme de médiation qui est impersonnelle. Puis d'ailleurs, les capitalistes individuels peuvent changer, mais la médiation sociale, elle demeure. Donc, c'est quelque chose qui est une domination impersonnelle. Marx va dire que c'est une abstraction réelle. Alors, si nous supprimons cette forme de médiation sociale aliénante, bien, on pourrait récupérer notre essence par une sorte de négation de la négation, c'est-à-dire le capital nous nie dans notre essence, mais si nous opérons un dépassement, nous nierons le capital lui-même, et à ce moment-là, la souffrance de l'ouvrier va être supprimée, la souffrance des travailleurs va être supprimée, parce que ce qui les fait souffrir, c'est de constamment vivre à côté de leur essence. Comme un chien à qui on imposerait de vivre comme un chat, par exemple. C'est extrêmement malheureux.
Donc, l'être humain, actuellement, il souffre pour la raison qu'il est maintenu dans un état où il ne peut pas vivre suivant sa propre essence. À cause du fait que l'activité humaine ne prend pas la forme, on pourrait dire, d'un travail concret, là, même si c'est mal dit, parce qu'au fond, elle prend la forme d'un travail abstrait. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un travail abstrait? C'est un travail qui ne sert qu'à une accumulation quantitative de valeurs abstraites. Hein, on travaille pour enrichir le capitaliste, mais ce travail-là ne sert pas du tout à servir les besoins concrets ni de moi, ni du reste de la collectivité. Donc, c'est un travail qui est abstrait parce qu'il sert uniquement à nourrir l'abstraction de la valeur et non pas à produire de la richesse réelle qui irait vers la satisfaction des besoins. Donc, on peut le voir comme une sorte de trou noir. Hein, c'est comme si je garoche sans cesse de l'énergie dans quelque chose qui me renvoie rien. Hein, c'est comme un truc qui absorbe tout. Alors là, le bourgeois nous vampirise mon énergie, le capital vampirise mon énergie, puis finalement, au fond, j'en retire rien, mis à part le strict nécessaire pour me reproduire en tant qu'aliéné, en tant que force de travail. Est-ce que le bourgeois est aliéné lui aussi? Oui, le bourgeois lui aussi est aliéné parce que bien qu'il ait une place avantageuse dans le rapport social capitaliste, lui-même est obligé d'être vassalisé par le capital, c'est-à-dire de devenir le chevalier servant du capital qui doit constamment regarder les cours de la bourse, opprimer les ouvriers, etc. C'est pas une vie non plus d'une certaine manière. Sa vie est conditionnée par la reproduction de son propre capital et même s'il a, je dirais, l'ascendant dans cette relation de domination de classe, on ne peut pas dire que lui non plus ait accès à une véritable vie humaine parce qu'il n'a pas non plus, lui, une vie générique. Il n'est pas le représentant du genre humain, il est un égoïste qui est fonctionnaire du capital puis oppresseur des ouvriers, donc il ne connaît pas non plus la vraie vie sociale. Donc, autrement dit, la dépossession dans le capitalisme, l'aliénation, est vécue par tous. Hein, Marx dit dans le manifeste du Parti communiste, la bourgeoisie ressemble à un sorcier qui n'arrive pas à contrôler les puissances qu'elle a invoquées. Donc, le bourgeois ne maîtrise pas le capital. Le capital est une médiation sociale qui infériorise et aliène même le bourgeois, quoique d'une façon un peu différente que ce que subit l'ouvrier, puis on s'entend que l'ouvrier, c'est lui qui est dans la situation la pire. Quelques mots sur des développements plus récents, hein, c'est-à-dire si on regarde la théorie de la critique de la valeur, ce qu'on appelle en Allemagne le courant de la critique de la valeur, donc avec des gens comme Robert Kurz, Anselm Japp, Roswitha Scholz, eux, ils ont développé une théorie de la dissociation valeur dans laquelle ils mettent en lumière des choses que Marx ne disait pas nécessairement, mais que nous, on peut ajouter aujourd'hui, à savoir que cette forme d'aliénation-là s'est construite dans la construction d'un sujet producteur, en le sujet qui fournit une force de travail, et qu'il y a une quantité de gens qui n'ont pas été inclus dans cette catégorie de sujet producteur par l'émergence de ce qu'on appelle une sphère dissociée de la valeur, c'est-à-dire il y a plein de gens qui fournissent un effort pour la reproduction sociale, on pense au travail domestique des femmes par exemple. Ce travail domestique se déroule dans une sphère dissociée de la valeur et n'est pas reconnu par le capital, même si le capital a besoin du travail de soins domestiques pour que la force de travail soit reproduite. Il faut que l'ouvrier, pour se présenter au travail demain matin, quelqu'un ait lavé le linge et fait le souper le soir la veille. C'est souvent historiquement une tâche qui était dévolue aux femmes, mais bien sûr, tout ce travail domestique n'était pas reconnu par le salariat. Ça s'est complexifié par après, par l'inclusion des femmes dans le marché du travail, mais ça n'a pas cancellé ce problème, ça a juste ajouté un double problème, c'est-à-dire que les femmes ont été incluses dans l'aliénation du travail productif au même titre que les hommes, tout en devant assumer la charge mentale du double travail, de devoir faire le chiffre de la mère de famille, puis du care, puis de la prise de soins, puis de l'autre côté, de la prestation de travail pour produire de la valeur. Donc, ça a juste doublé le problème. Et c'est intéressant ça, parce que dans cette théorie critique de la dissociation valeur, on peut montrer que les rapports sociaux sexistes sont directement reliés, en fait, à la forme de médiation sociale qui s'établit. C'est-à-dire que l'installation d'une forme de médiation sociale fondée sur le travail aliéné, le travail abstrait, la valeur abstraite, produit en même temps une scission dans la société entre les sujets puis les non-sujets. Seront jugés des sujets, des gens qui sont jugés productifs, et sont jugés des non-sujets, non reconnus, des gens qui sont jugés improductifs. Donc, on pourrait mettre toutes sortes de gens là-dedans aussi, les populations nord-occidentales, les prisonniers, les étrangers, les populations colonisées. Bon, c'est intéressant d'élargir le concept d'aliénation pour inclure cette patente. Mais c'est ça. Donc, ce qui est important là-dedans, après cette nuance de dire qu'au fond, même la catégorie de sujet productif elle-même peut être questionnée. Mais si on revient vraiment au manuscrit de 44, pour parler comme Frank Fischbach, c'était très intéressant ce que Fischbach dit. Ce qui se passe, au fond, c'est que l'être humain qui produit dans ce système, il est sans objet. Hein? En allemand, on dit Gegenstandlos. Ça veut dire, Gegenstandlos, ça veut dire qu'il a perdu son objet. C'est la perte de l'objet. Donc,
faut vraiment le voir comme une objectivation qui ne peut pas se produire. Fishback emploie le terme de désobjectivation. Donc, on devrait pouvoir réunir les conditions de possibilité d'une action d'objectivation réussie par laquelle je pourrais manifester mon essence, mais malheureusement, ces conditions-là ne sont pas réunies. Donc, quand on dit qu'il est sans objet, ça veut non seulement dire que lorsqu'il produit, l'objet lui échappe, mais ça veut même dire plus profondément que le contenu même de l'activité devient indifférent. Anselme Japp utilise souvent l'exemple suivant, hein, je peux produire des jouets, je peux produire des missiles, je peux produire des vestes par balles, peu importe ce que je produis, du moment que ça produit de la valeur. Donc, ça veut dire que le contenu de l'activité est complètement indifférent. On peut voir, encore une fois, comme à l'aliénation, change ou dénature l'activité elle-même, parce que normalement, quand je fais quelque chose, c'est supposé avoir du sens pour moi. Je veux dire, si je fabrique quelque chose, il faut bien que ça ait du sens. Alors qu'ici, je déteste peut-être mon travail, je punch, j'arrive, je fabrique des trucs dont je me sac complètement. Probablement, le patron s'en fout aussi. Hein? Il vend ce qu'il vend ces temps-ci, et au fond, il peut produire un peu n'importe quoi. On peut penser à Samsung, qui font des télévisions, des téléphones. Yamaha, ils font des motos, ils font des pianos, ils font n'importe quoi, du moment qu'il y a de la valeur au bout. Et au fond, la marchandise, sa valeur d'usage importe très peu. Hein, c'est sa valeur d'échange, puis la quantité de valeur qu'elle peut générer. Mais c'est ça, le point important, c'était de dire que le contenu de l'activité importe absolument pas. L'important, c'est qu'une marchandise qui soit produite et que cette marchandise génère une certaine quantité de valeur. Plus tard, Marx va développer le concept de fétichisme de la marchandise. Ça, c'est dans le Capital, c'est pas dans le manuscrit 44. Dans le manuscrit 44, il parle de l'argent, de la puissance de l'argent. Mais il y a déjà cette idée d'une domination impersonnelle. Si on fait le lien un peu en trichant avec le Capital, on peut dire qu'au fond, qu'est-ce qui va arriver dans ce monde-là? C'est un monde où l'être humain est de plus en plus traité comme une chose et où les choses, par exemple les marchandises, sont de plus en plus traitées comme des personnes. Et donc, le Capital acquiert une sorte de vie qui lui est propre, alors que de l'autre côté, le rapport entre les hommes nous apparaît comme un rapport entre les choses, pour citer Marx. Donc, le monde est organisé par des représentations qui sont fausses. Et ça, c'est un point assez important parce que souvent, on a dit « Ah, Marx est un matérialiste ». Oui, bien sûr que Marx est un matérialiste, mais il ne faudrait pas le comprendre comme un matérialiste au sens trop réducteur ou trop flat. Marx, c'est pas seulement quelqu'un qui analyse la matière ou la production dans la matière. C'est pas un matérialiste antique ou c'est pas un matérialisme du 17e siècle. C'est un matérialiste au sens très spécial d'un matérialisme pratique, comme va dire Balibar, c'est-à-dire que c'est un matérialiste qui analyse les formes de société. Hein, si on veut comprendre comment l'être humain agit, on doit analyser la forme de société dans laquelle il se trouve et comment est organisée la production dans cette société. Mais la production, ça ne concerne pas seulement l'économie. La production, ça concerne la production de tout. C'est-à-dire la production et la reproduction de la vie en général, ce qui inclut aussi les institutions, la culture, l'ensemble de la vie générique. Même Marx parle de la musique. Hein. Il va dire que la musique, c'est quelque chose qui transforme l'oreille de l'être humain pour raffiner son oreille et que donc mes sens biologiques sont médiatisés par le développement de tout ce qui a été fait de manière antérieure. Bon, ça pour dire qu'au fond, l'être humain, il est celui qui produit à l'intérieur d'une forme sociale, d'une totalité structurée par un ensemble de médiations sociales. Résultat, quand il arrive pour s'objectiver, c'est toujours déjà à l'intérieur de conditions sociales qui sont le résultat de l'accumulation de ce qu'il y avait avant. Hein? Donc, au fond, il fait son histoire dans des conditions qu'il n'a pas choisies. Donc, m'objectiver, ça devrait vouloir dire toujours arriver dans un monde qui a été façonné par le travail des gens avant moi, par l'activité de production en général, par la créativité des gens avant moi, et trouver toujours devant moi un monde objectif que je peux reproduire tout en le transformant dans une autre direction. Et ça veut dire que derrière, il n'y a pas de... L'être humain ne réalise pas une essence prédéterminée. Au fond, il peut faire ce qu'il veut de lui-même, mais il le fait toujours à partir de conditions qu'il n'a pas choisies. Il pourrait potentiellement décider de devenir complètement différent, comme le proposent par exemple les post-humanistes. Mais l'idée de Marx, c'est au contraire, l'acte d'objectivation réussi, ce serait de dire on va produire en reconnaissant l'héritage donc culturel, symbolique, matériel qu'on a reçu des civilisations antérieures et en faisant un acte d'objectivation par lequel nous reproduisons cet héritage tout en le transformant. C'est ça qui devrait se passer. Une sorte de passage entre le passé et le futur par la médiation de l'activité de production et reproduction de la société. Mais ce n'est pas ce qui se passe malheureusement à cause de l'aliénation. Et donc, nous ne pouvons pas nous objectiver et nous sommes séparés de l'ensemble des moyens qui nous permettraient de nous objectiver. Je vais peut-être arrêter là simplement en disant qu'au fond,
faut le prendre au sens radical, ce que Marx nous dit dans les manuscrits de 44. C'est pas seulement l'incapacité de travailler librement ou l'incapacité de produire des matériaux librement. C'est vraiment plus vital que ça. Et c'est peut-être ça que je veux amener aujourd'hui comme message. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que c'est impossible d'être un être humain complet et c'est impossible qu'il y ait une vraie société à l'intérieur tant que va être maintenue l'aliénation. Et l'aliénation, pour être supprimée, il faut qu'il y ait un ensemble de médiations sociales qui soient supprimées. Par exemple, le travail aliéné. On pourrait se demander si en Union soviétique, le travail aliéné avait véritablement été aboli. Je pense que si on regarde le manifeste contre le travail du groupe Crisis, on va voir qu'ils font l'argument que non. L'ensemble des médiations aliénantes, la plupart d'entre elles ont été maintenues en Union soviétique. Malgré l'abolition de la propriété privée, il y a un ensemble d'autres médiations aliénantes qui, elles, ont été maintenues. Alors que si on analyse de façon raffinée l'ensemble de ces médiations-là et qu'on les supprime, on va parvenir à ce que Marx appelait la communauté d'essence authentique. En allemand, il appelle ça das reale Gemeinwesen. Et à partir de ce moment-là, ce serait la première fois la réalisation d'une vraie communauté où l'aliénation n'existerait plus. C'est ce que Marx appelle aussi des fois la libre association des travailleurs et travailleuses. Il ne nous dit pas exactement comment ça fonctionnerait ou par quelle médiation politique, quoique à un moment donné, à un certain moment, il semble défendre la Commune de Paris comme étant une forme politique intéressante pour la société du futur. Chose certaine, dans cette société, le travail de chacun ne produirait plus sa propre aliénation, ni l'aliénation à l'égard de son essence d'être générique, ni l'aliénation à l'égard des autres ou de la nature. Toutes les formes d'aliénation que j'ai nommées tantôt, face à soi-même, son activité, l'objet de son travail, la relation avec autrui, la nature, l'être générique, l'ensemble de ces dimensions serait réapproprié par l'humain, par la société. C'est là qu'on parviendrait à cette fameuse communauté d'essence authentique, qui serait au fond la première société de l'histoire de l'humanité à être une société véritable. Donc au fond, la vraie société, on ne l'a jamais vue, puis l'être humain véritable, on ne l'a jamais vu. Parce qu'au fond, toute l'histoire n'a été jusqu'ici que l'histoire de l'aliénation, et non pas de la lutte des classes, comme on dit dans le manifeste. Quand on lit le manifeste du Parti communiste, on a l'impression que ce qui est la clé, c'est la propriété privée, puis la lutte des classes. Alors qu'on voit ici dans le manuscrit de 44, qui est écrit 4 ans avant, que la théorie de Marx est beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde dans son analyse des causes du problème. La propriété privée est vue uniquement comme étant, je dirais, quelque chose qui se cristallise à partir de l'existence du travail aliéné. Le travail aliéné présuppose la propriété privée présuppose le travail aliéné. Les deux s'engendrent, pour ainsi dire, comme le dit Arnaud Toria-Cloutier dans son très bon mémoire de maîtrise que je vous encourage à aller lire sur l'objectivation dans 44 puis Capital. La propriété privée engendre le travail aliéné engendre la propriété privée, puis l'existence de ces deux choses-là, travail aliéné, donc propriété privée, produit la séparation entre le travail et la propriété, et donc les classes sociales, le prolétariat et la bourgeoisie. Les classes sociales sont uniquement un symptôme de l'existence de la médiation du travail aliéné ou de l'existence de l'aliénation. Alors voilà, j'espère que j'ai été clair, et puis évidemment, j'imagine qu'il y aura des questions et qu'on pourra en discuter. Stop.